En quelques minutes seulement, une parole intime a déplacé le centre de gravité du pouvoir, loin des tribunes officielles, des slogans attendus et des démonstrations de force habituelles. Elle n'a annoncé ni victoire immédiate, ni réforme spectaculaire, mais a introduit une idée troublante. La manière de décider peut changer avant même que les lois. Les institutions ou les équilibres visibles ne bougent. Qu'est-ce que cela signifie pour vous lorsque Ibrahim Traoré affirme que l'autorité véritable commence par une limite acceptée, et non par une domination imposée? Une trajectoire discrète s'ouvre ici, silencieuse, et ses effets pourraient bientôt dépasser largement ce que beaucoup imaginent aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'entendre un récit qui ne cherche ni à convaincre ni à rassurer, mais à révéler un mécanisme rarement discuté lorsque l'on parle de pouvoir et de leadership. Ce qui est partagé ici permet de comprendre comment une orientation intérieure, souvent invisible, peut modifier la manière dont des décisions cruciales sont préparées. Discuter et finalement appliquer, vous allez acquérir une grille de lecture plus précise pour distinguer ce qui relève du symbole, de la discipline intérieure et de l'impact réel sur la gouvernance. Et ceci n'est pas un contenu destiné à une écoute distraite. Si vous vous arrêtez à ce stade, vous risquez de réduire cette prise de parole à une anecdote spirituelle ou à un récit personnel sans portée concrète. En faisant cela, vous passez à côté de la façon dont certaines décisions deviennent plus lourdes de conséquences, non par la contrainte, mais par l'alignement moral. Continuer, c'est éviter une lecture superficielle et comprendre pourquoi, dans des contextes de crise profonde. Ce type de posture peut transformer silencieusement la dynamique du pouvoir. Ce qui apparaît ici n'est pas une stratégie politique ni une mise en scène calculée, mais le récit d'un basculement intérieur survenu dans un moment de fatigue extrême. Le point décisif n'est pas la vision elle-même, mais le contexte dans lequel elle surgit, après des semaines sans repos, lorsque la logique, le calcul et les réunions n'apportaient plus aucune clarté. Un détail temporel suffit à mesurer l'intensité de cet instant. Tout se produit dans l'intervalle fragile entre l'éveil et le sommeil, là où les défenses tombent et où l'ego ne filtre plus. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir brièvement à l'état décrit avant cette expérience. Le discours insiste sur une accumulation, fatigue prolongée, pression constante, décision engageant la vie, la dignité et l'avenir d'un pays entier. Ce n'est pas la peur spectaculaire qui domine, mais l'usure, une usure silencieuse, quotidienne, dans laquelle la responsabilité cesse d'être abstraite et devient physique. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré décrit l'apparition non pas comme une rupture violente, mais comme une suspension totale du bruit intérieur. Pourquoi cela devient-il significatif? Parce que le cœur du récit ne porte pas sur une révélation complexe ou une directive politique nouvelle, mais sur une demande minimale, introduire un geste de rappel moral avant chaque réunion décisive. Cette simplicité tranche avec l'attente habituelle de solutions lourdes, institutionnelles ou coercitives. Elle révèle une tension fondamentale entre la complexité des crises traversées et la modestie de la réponse proposée. Les premiers affectés par ce basculement ne sont ni les institutions ni l'opinion publique, mais le décideur lui-même. Le discours décrit une transformation interne immédiate, ralentissement du rythme, diminution de la posture défensive, réorientation de l'autorité vers le service plutôt que vers la domination. À ce stade, aucune annonce n'est faite, aucun changement formel n'est proclamé. Tout se joue dans l'espace discret où se forment les décisions, avant même qu'elles n'atteignent le débat public. Ce décalage entre l'invisibilité du geste et la gravité des responsabilités explique pourquoi ce moment mérite attention. Il marque le point où la question du pouvoir cesse d'être uniquement institutionnelle pour devenir profondément morale. À ce stade du récit, une figure commence à jouer un rôle de repère, non comme héros spectaculaire, mais comme point d'orientation permettant de lire ce qui se transforme réellement. Le guide ici n'est pas un expert extérieur ni une institution, mais le décideur lui-même, observant ses propres réactions au cœur du processus, en décrivant avec précision ce qui se modifie dans l'espace fermé des réunions. Ibrahim Traoré devient le témoin direct d'un changement qui précède toute traduction politique visible. Cette position lui confère une crédibilité particulière. Il parle depuis l'intérieur du mécanisme, là où naissent les décisions avant qu'elles ne soient justifiées. Un premier impact apparaît très tôt, dès la réunion qui suit l'expérience décrite, avant même l'ouverture des dossiers et l'affrontement des positions. Un temps de pause s'installe. Ce ralentissement n'est pas décoratif.
Il modifie la posture intérieure, réduit la tension compétitive et transforme la dynamique d'écoute. Le récit souligne que cette inflexion n'affaiblit pas l'autorité, mais la rend plus précise, moins réactive, plus consciente de ses conséquences. Un second impact confirme qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. À mesure que ce rituel se répète, les échanges évoluent de façon subtile mais constante. Les interruptions diminuent, les silences cessent d'être inconfortables, et les engagements pris en fin de réunion gagnent en solidité. Ce changement n'est ni proclamé ni analysé publiquement, mais il devient perceptible par ses effets cumulés sur l'exécution des décisions. Ce qui se joue ici dépasse la psychologie individuelle. La répétition d'un geste minimal crée une norme implicite qui redéfinit l'atmosphère collective. Elle rappelle que l'autorité ne se manifeste pas seulement par la rapidité ou la fermeté, mais aussi par la capacité à instaurer un cadre où la responsabilité prime sur la domination. Et à partir de ce moment précis, la question n'est plus seulement spirituelle, elle devient structurelle. Tout commence sans annonce officielle, sans communiqué, sans mise en scène. Un geste discret ouvre une réunion, puis une autre, puis encore une autre. Au départ, presque rien ne semble changer, les mêmes dossiers circulent, les mêmes tensions existent, les mêmes urgences pèsent. Puis, progressivement, la séquence s'enclenche. D'abord, l'activation. Le rythme habituel est rompu. Avant, tout allait vite, trop vite. Les réunions démarraient dans l'urgence. Les positions se cristallisaient immédiatement. Les décisions cherchaient surtout à trancher. Désormais, quelques secondes s'interposent. Elles ne résolvent rien à elles seules, mais elles déplacent le point de départ. Ce n'est plus l'instinct de contrôle qui ouvre la discussion, mais une forme d'attention. Ce décalage initial suffit à faire glisser l'ensemble du processus. Ensuite vient la montée en tension. Les échanges continuent, parfois vifs, parfois conflictuels. Les désaccords ne disparaissent pas. Au contraire, ils deviennent plus visibles, mais la manière de les porter change. Les interruptions se raréfient. Les arguments sont posés avant d'être défendus. La pression ne s'exerce plus uniquement sur le résultat final, mais sur la cohérence du chemin qui y mène. Dans cet espace, Ibrahim Traoré observe que la domination verbale perd de son efficacité, tandis que la clarté gagne du terrain, puis survient le cœur du basculement. Les décisions prises cessent d'être perçues comme de simples conclusions de réunion. Elles deviennent des engagements. Ce changement est crucial, là où, auparavant, certaines résolutions se diluaient dès la sortie de la salle. Elles commencent maintenant à produire des effets concrets, non par crainte de sanctions, mais parce que le cadre a modifié la relation à la responsabilité. Dire oui ou non retrouve un poids réel. La phase suivante est celle des répliques. Rien n'explose, rien ne s'effondre, mais les comportements s'ajustent. Les justifications rapides deviennent plus difficiles. Les compromis de façade sont moins tolérés. Les décisions imparfaites existent toujours, mais elles sont assumées plus clairement. Cette évolution n'est jamais annoncée comme une réforme. Elle se manifeste par une accumulation de petits écarts par rapport à l'ancien fonctionnement. À mesure que ce cycle se répète, un effet durable apparaît. Les réunions cessent d'être des scènes de performance. Elles deviennent des lieux de délibération. Le temps gagné n'est pas celui de la vitesse, mais celui de l'exécution. Moins de décisions sont remises en cause après coup. Moins d'énergie est perdue à réparer ce qui a été décidé trop vite. Le système ne devient pas plus simple, mais il devient plus stable. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est l'absence de rupture spectaculaire. Aucun moment précis ne permet de dire « tout a changé ici ». Et pourtant, après plusieurs cycles, le constat s'impose. Le point d'équilibre s'est déplacé. Le pouvoir n'a pas disparu, il s'est redéfini. À partir de là, le récit quitte le terrain de l'expérience individuelle pour entrer dans celui des conséquences mesurables. À ce stade, il devient nécessaire de quitter le registre du ressenti pour entrer dans celui des éléments vérifiables, non pas pour transformer ce récit en démonstration technique, mais pour mesurer si ce qui est décrit produit réellement des écarts observables. La question n'est plus de savoir si l'expérience est sincère, mais si elle modifie, même légèrement, la mécanique des décisions. C'est ici que les indicateurs prennent le relais du témoignage. Le premier élément mesurable concerne le temps décisionnel. Avant ce changement de posture, les réunions décrites fonctionnaient sous une contrainte permanente de rapidité. L'urgence dominait et la vitesse était assimilée à l'efficacité. Après l'introduction systématique de ce moment de pause, un décalage apparaît. Quelques secondes sont volontairement ajoutées au début de chaque réunion clé. Cela peut sembler insignifiant, mais ce micro-ralentissement modifie la cadence globale.
Il signifie que la rapidité n'est plus la valeur dominante et que la précipitation cesse d'être confondue avec la maîtrise. Le deuxième indicateur concerne la qualité de l'exécution. Le discours insiste sur un point précis. Les décisions ne valent que si elles sont réellement appliquées. Avant, certaines résolutions existaient surtout sur le papier. Après, leur taux d'application augmente, non par contrainte hiérarchique accrue, mais parce que les engagements sont mieux compris et plus clairement assumés. Autrement dit, le coût de la décision se déplace. Il n'est plus porté uniquement par l'institution, mais par ceux qui y participent. Cette redistribution de la responsabilité modifie profondément la dynamique collective. Un troisième élément quantifiable touche au comportement humain dans la salle. Le nombre d'interruptions diminue, les silences deviennent plus longs et plus productifs, et la prise de parole se fait moins concurrentielle. Ce ne sont pas des statistiques officielles, mais des régularités observées par répétition. Lorsque ces schémas se maintiennent sur plusieurs réunions consécutives, ils cessent d'être anecdotiques. Ils indiquent un changement de normes implicite, ce qui est l'un des marqueurs les plus fiables d'une transformation organisationnelle durable. Sur le plan humain, l'impact est encore plus net. La fatigue décisionnelle, omniprésente dans les contextes de crise, se manifeste habituellement par des réactions excessives, des justifications rapides et une tolérance accrue à des compromis fragiles, en réintroduisant une référence morale explicite, même minimale. Ibrahim Traoré décrit une réduction de cette fatigue. Les décisions ne deviennent pas plus faciles, mais elles deviennent plus supportables, car elles sont prises dans un cadre où la conscience est sollicitée avant la stratégie. Enfin, l'effet cumulatif de ces indicateurs révèle un point central, la stabilité. Les systèmes ne se dégradent pas toujours par des erreurs spectaculaires, mais par une accumulation de décisions légères, en ralentissant légèrement le processus, en renforçant l'engagement et en rééquilibrant la responsabilité. Le mécanisme gagne en cohérence. Ce gain n'est pas immédiat, mais il devient visible dans la durée. Ces éléments ne prouvent pas une transformation miraculeuse. Ils montrent autre chose, plus rare et souvent sous-estimé, qu'un ajustement moral discret peut produire des écarts mesurables dans la manière dont le pouvoir s'exerce. Et c'est précisément ce constat qui oblige à poursuivre l'analyse au-delà des impressions initiales. Il existe naturellement des lectures critiques de ce type de récit, et les ignorer affaiblirait l'analyse au lieu de la renforcer. Certains observateurs avancent d'abord un argument solide, une transformation intérieure. Aussi sincère soit-elle, ne suffit pas à modifier des structures politiques complexes. Selon cette lecture, les systèmes de décision sont façonnés par des rapports de force, des contraintes institutionnelles et des intérêts matériels qui dépassent largement la disposition morale d'un individu. Dans cette perspective, l'expérience décrite relèverait davantage du domaine personnel que d'un levier réel de gouvernance. Cet argument mérite d'être pris au sérieux. Il est vrai qu'aucun geste symbolique ne peut, à lui seul, résoudre des crises sécuritaires, économiques ou sociales. Toutefois, cette critique omet un point essentiel. Le récit ne prétend jamais remplacer les institutions par la spiritualité. Il décrit un ajustement préalable, en amont des décisions, là où se forment les arbitrages. Autrement dit, il ne s'agit pas d'opposer morale et structure, mais de montrer comment la posture du décideur influence la manière dont ces structures sont mobilisées. Un second argument opposé affirme que ce type de témoignage comporte un risque de confusion entre convictions personnelles et espace public. Certains craignent qu'une référence morale explicite, même présentée comme non coercitive, puisse fragiliser la neutralité de la décision collective ou exclure implicitement ceux qui ne partagent pas la même sensibilité. Là encore, la critique est légitime dans de nombreux contextes. Pourtant, le texte lui-même apporte un contrepoint clair. L'expérience n'est jamais imposée comme norme collective ni présentée comme obligation. Elle est décrite comme un rappel adressé d'abord aux leaders, avant toute projection vers les autres. La frontière est importante. Il ne s'agit pas de sacraliser le pouvoir, mais de le restreindre intérieurement. Cette distinction réduit précisément le risque d'instrumentalisation dénoncé par les critiques. Enfin, certains soutiennent que les effets observés pourraient s'expliquer sans référence morale, par de simples techniques de management, ralentir le rythme, instaurer des pauses, favoriser l'écoute. Cette lecture est pertinente, mais incomplète. Elle explique le comment, pas le pourquoi. Ce que le récit met en lumière, c'est la source de cette discipline, ce qui la rend durable et non circonstancielle. En confrontant ces points de vue, une conclusion s'impose.
La question centrale n'est pas de savoir si l'on adhère au récit, mais de reconnaître qu'il révèle un angle souvent négligé du pouvoir, celui de l'autolimitation consciente. C'est là que le débat devient réellement fécond. Et soudain, le centre de gravité bascule. Ce moment marque une rupture nette, non parce qu'un événement spectaculaire survient, mais parce que le récit change d'échelle. Jusqu'ici, tout pouvait encore être lu comme une discipline personnelle, confinée à l'intime. À partir de là, une autre lecture s'impose. Ce qui est décrit commence à produire des effets qui dépassent l'individu et touchent la structure même du pouvoir. Le geste cesse d'être un simple rappel intérieur. Il devient un point d'appui qui reconfigure l'espace collectif de décision. Le révélateur tient dans un détail souvent négligé. Lorsque le cadre change durablement, les acteurs n'ont plus besoin d'instructions explicites pour s'ajuster. Ils anticipent, ils modifient leur comportement avant même que la règle soit formulée. C'est précisément ce que suggère la répétition décrite. Les participants entrent dans la salle déjà préparés à un autre type d'échange. La norme s'est déplacée sans avoir été proclamée. C'est ici que Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme le porteur d'une expérience singulière, mais comme le catalyseur involontaire d'un changement de rythme institutionnel. Le pouvoir ne s'exerce plus uniquement par la décision finale, mais par la façon dont le chemin vers cette décision est balisé. Cette prise de conscience ouvre une seconde couche d'analyse. Car si un simple ajustement en amont peut modifier l'ensemble du processus, alors la question n'est plus de savoir ce qui a été décidé, mais comment les décisions continueront d'être prises à l'avenir. Et à partir de ce point précis, ce que l'on croyait marginal devient central. À partir de ce basculement, les conséquences cessent d'être abstraites et commencent à se manifester dans des domaines très concrets. Ce qui était auparavant cantonné à l'espace fermé des réunions produit désormais des effets perceptibles, différenciés selon les acteurs concernés. Le changement ne se lit pas dans un événement unique, mais dans une série d'ajustements qui touchent progressivement l'ensemble du système. Du point de vue de l'État, l'impact se fait sentir dans la manière dont les décisions sont portées et assumées. La pression ne disparaît pas, mais elle se redistribue. Les responsables sont confrontés à une exigence accrue de cohérence entre ce qui est décidé et ce qui est effectivement mis en œuvre. Cela renforce la crédibilité interne des arbitrages, tout en rendant plus visibles les hésitations et les contradictions. Le pouvoir exécutif n'est pas affaibli, mais davantage exposé à sa propre responsabilité, ce qui modifie le rapport à l'autorité et à la légitimité. Pour les acteurs économiques, les effets sont plus indirects mais tout aussi réels. Lorsque les décisions publiques gagnent en clarté et en stabilité, l'incertitude opérationnelle diminue. Les entreprises ne disposent pas nécessairement de plus d'avantages, mais elles évoluent dans un environnement où les règles sont moins fluctuantes et les engagements plus lisibles. Cette prévisibilité relative influe sur les comportements d'investissement, de planification et de gestion du risque, même sans annonce de réforme majeure. Du côté des citoyens, l'impact est d'abord perceptible au niveau du climat social. Les décisions prises avec davantage de cohérence tendent à réduire le sentiment d'arbitraire. Souvent à l'origine de la défiance et de la lassitude, les problèmes structurels demeurent, mais la perception change. Les choix apparaissent moins détachés des réalités humaines qu'ils affectent. Cette évolution n'élimine ni la frustration ni la critique, mais elle modifie la nature du lien entre gouvernés et gouvernants. À l'échelle régionale et internationale, ces ajustements prennent une autre dimension, dans un contexte marqué par l'instabilité et la méfiance. Toute variation dans la manière d'exercer le pouvoir est observée avec attention. Les partenaires extérieurs scrutent non seulement les décisions finales, mais aussi la cohérence du processus qui y mène. Le positionnement d'un dirigeant comme Ibrahim Traoré, mettant en avant une discipline intérieure plutôt qu'une démonstration de force, introduit une tonalité différente dans les relations diplomatiques et les équilibres régionaux. Au total, ces conséquences dessinent un paysage où aucun acteur n'est totalement épargné par le changement de cadre. L'État, l'économie, la société et l'environnement régional se trouvent tous affectés, à des degrés divers, par une modification apparemment minime du processus décisionnel. Ce constat conduit à une évidence. Lorsqu'un mécanisme discret touche simultanément autant de niveaux, il cesse d'être anecdotique. Il devient un facteur structurant, dont les implications doivent être examinées avec attention. Dans la trajectoire actuelle, le scénario le plus probable se dessine sans rupture brutale. Le rythme engagé se maintient avec des ajustements progressifs plutôt qu'une transformation radicale.
Les décisions continuent d'être prises sous contrainte, mais avec une attention accrue portée à leur cohérence et à leur mise en œuvre. Cette voie n'apporte ni apaisement total, ni crise majeure, mais une forme de stabilisation relative, où les tensions persistent sans dégénérer, et où l'action publique avance par corrections successives plutôt que par grands tournants. Un scénario plus optimiste reste néanmoins envisageable. Il suppose que cette discipline intérieure s'ancre durablement et se diffuse au-delà du cercle immédiat des décideurs. Dans cette configuration, la qualité du dialogue s'améliore, la confiance interne se renforce et les décisions gagnent en lisibilité pour les acteurs concernés. Les erreurs ne disparaissent pas, mais elles sont identifiées plus tôt et corrigées plus vite. Cette dynamique n'a rien de spectaculaire, mais elle ouvre la possibilité d'un climat plus prévisible et d'une gouvernance moins réactive, plus intentionnelle. À l'inverse, le scénario le plus défavorable ne relève pas d'un effondrement soudain, mais d'un épuisement progressif. Si la posture décrite reste isolée, sans relais ni compréhension partagée, elle risque de se heurter aux inerties existantes. Dans ce cas, la tension entre l'exigence morale et la réalité des rapports de force peut générer frustration et désillusion. Le cadre se fragilise, non par opposition frontale, mais par usure, jusqu'à perdre sa capacité d'influence réelle sur les décisions. Face à ces trois trajectoires, une leçon commune s'impose. L'enjeu n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais de reconnaître que chacune dépend d'actions présentes. Souvent modeste mais répétée, la différence entre stabilisation, amélioration ou dégradation ne se joue pas dans une déclaration unique, mais dans la constance avec laquelle un cadre est tenu dans le temps. C'est précisément cette constance, plus que le symbole initial, qui déterminera la portée réelle de ce qui est en train de se jouer. Après avoir parcouru les mécanismes, les conséquences et les trajectoires possibles, une question s'impose naturellement. Qu'est-ce que tout cela change pour vous, ici et maintenant, en tant que personne qui observe, travaille, décide ou subit indirectement ces dynamiques? Ce récit ne reste pas au niveau des institutions ou des dirigeants. Il redescend vers celles et ceux qui vivent dans l'ombre des décisions prises ailleurs, souvent sans y avoir accès. Pour les personnes qui suivent de près l'actualité politique et les enjeux de gouvernance, cette séquence offre d'abord un avantage clair, celui de la compréhension. Comprendre comment une décision se forme permet de mieux anticiper ses effets, mais aussi ses limites. Cette lucidité n'élimine pas l'incertitude, mais elle réduit les illusions. Elle invite à rester attentif aux signaux faibles, aux changements de ton, aux ajustements discrets qui précèdent souvent les virages plus visibles. Pour celles et ceux qui se sentent concernés de manière indirecte, par leur travail, leur environnement économique ou leur stabilité quotidienne. L'impact est plus diffus mais réel. Les décisions publiques façonnent des cadres dans lesquels chacun doit s'adapter, savoir que ces décisions peuvent gagner en cohérence ou, au contraire, s'user avec le temps aide à ajuster ses attentes, à planifier avec prudence et à ne pas confondre annonces et effets réels. Cela n'offre pas de contrôle, mais une meilleure préparation mentale. Enfin, pour les personnes qui pensent que ces enjeux ne les concernent pas, le message est plus simple mais essentiel. L'indifférence protège rarement sur le long terme. Les changements de cadre, même discrets, finissent toujours par atteindre la vie ordinaire, parfois plus vite qu'on ne l'imagine. Ne pas s'y intéresser, c'est souvent laisser d'autres définir les paramètres dans lesquels on devra ensuite évoluer. Quel que soit votre point de départ, comprendre cette dynamique n'impose aucune prise de position. Cela offre simplement un repère. Et dans des périodes incertaines, disposer d'un repère, même modeste, peut faire toute la différence. À ce stade, parler de solutions sans trajectoire claire n'aurait que peu de sens. Ce qui est en jeu ici ne peut pas se résoudre par des déclarations générales ou des intentions abstraites. La question devient donc concrète. Comment traduire cette orientation en action lisible, vérifiable et tenable dans le temps, sans la transformer en slogan vide? Le premier niveau concerne le centre du pouvoir. Pour un dirigeant comme Ibrahim Traoré, l'enjeu principal n'est pas d'étendre ce cadre symbolique, mais de le stabiliser. Cela passe par la régularité, dans un horizon de court à moyen terme, et par un critère simple de réussite, la cohérence entre décisions annoncées. Décisions appliquées et responsabilités assumées publiquement. Le repère n'est pas idéologique, il est opérationnel. Une décision qui tient dans le temps vaut plus qu'une décision rapide aussitôt contournée. Le deuxième niveau concerne les structures intermédiaires. Administration, équipe technique et organismes d'exécution. Leur rôle est décisif.
Sans appropriation de ce cadre, même implicite, les décisions restent fragiles. Ici, l'action clé consiste à clarifier les responsabilités, réduire les zones grises et mesurer l'efficacité non par la quantité de procédures, mais par la qualité de l'exécution. Le succès se lit dans la diminution des retours correctifs et des arbitrages répétés sur les mêmes dossiers. Le troisième niveau concerne la société et les acteurs non institutionnels. Il ne s'agit pas de leur demander une adhésion symbolique, mais une vigilance active. Comprendre le processus, observer sa cohérence et signaler ses écarts font partie de cette dynamique. Le repère temporel est plus long, mais l'indicateur est clair, la capacité des citoyens à distinguer les engagements réels des effets d'annonce. Enfin, un dernier levier réside dans l'environnement régional et international. La cohérence interne, lorsqu'elle est visible, devient un signal externe. Elle conditionne la crédibilité des partenariats et la solidité des coopérations. Au fond, la clé n'est pas l'ampleur des mesures, mais leur continuité. Ce sont les cadres tenus dans la durée qui transforment réellement le pouvoir. Revenir à ce point précis permet de mesurer le chemin parcouru. Au début, il y avait un homme seul face à l'épuisement, au doute et au poids silencieux de décisions irréversibles. Puis, progressivement, ce cadre intérieur a traversé l'espace fermé des réunions, influencé des échanges, déplacé des équilibres. Ce retour en arrière n'est pas un simple rappel narratif. Il sert à comprendre que la transformation décrite ne s'est pas faite par rupture, mais par continuité. En suivant cette trajectoire, on réalise que Ibrahim Traoré n'a jamais cherché à ériger son expérience en modèle universel. Il l'a porté comme un rappel personnel, répété, discret, presque invisible. Et pourtant, ce sont précisément ces gestes répétés, sans annonce ni mise en scène, qui ont fini par modifier l'atmosphère. Puis la pratique du pouvoir. Ce déplacement progressif montre que l'autorité ne change pas toujours par confrontation, mais parfois par réorientation. Ce récit dépasse ainsi le cadre d'un dirigeant ou d'un pays. Il parle de fatigue collective, de responsabilité et de la difficulté à décider sans perdre de vue ce qui donne du sens à l'action. Il rappelle que le pouvoir, lorsqu'il n'est plus interrogé, se durcit, mais que lorsqu'il accepte une limite, il peut retrouver une forme de justesse. Le point d'équilibre atteint ici n'est ni héroïque ni définitif. Il reste fragile, dépendant des choix quotidiens et de leur cohérence. Mais il éclaire une vérité simple et souvent oubliée. Le pouvoir se révèle moins dans ce qu'il impose que dans ce à quoi il consent à se soumettre. Ce qui vient d'être parcouru n'appelle ni adhésion automatique ni rejet instinctif. Chacun reçoit ce récit à partir de son histoire, de ses convictions et de ses propres attentes vis-à-vis du pouvoir et de ceux qui l'exercent. L'essentiel n'est pas d'être d'accord sur chaque point, mais de reconnaître que ce type de réflexion ouvre un espace rarement exploré dans le débat public. Si vous estimez que cette analyse mérite d'être prolongée au-delà de ce cadre, elle peut devenir un point de départ pour d'autres échanges. Plus calme, plus profond, moins dicté par la réaction immédiate. Partager ce regard, c'est offrir à d'autres la possibilité de réfléchir autrement à la manière dont les décisions se forment et aux valeurs qui les orientent, non pour convaincre, mais pour enrichir la compréhension collective. La question reste ouverte, volontairement. Elle ne cherche pas une réponse rapide, mais une réflexion sincère. Selon vous, dans des contextes de crise et de pression extrême, qu'est-ce qui devrait primer avant toute décision engageant les autres? L'efficacité immédiate, l'équilibre des forces ou la capacité du pouvoir à s'imposer des limites durables? Cette discussion n'appartient à personne en particulier. Elle se construit là où des individus acceptent de penser ensemble, sans bruit inutile. Avec exigence et responsabilité,